Plus le temps passait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus les tentatives de l'Occident de réécrire l'histoire devenaient insistantes. Vous comprenez, ce sont des gens limités, qui ne savent ni lire ni écrire. Ils racontent n'importe quoi là-bas, à Europolam, au sujet de la responsabilité égale de Hitler et de Staline. C'est tout simplement des absurdités. Je recommanderais aux nouveaux historiens, ou plutôt à ceux qui veulent réécrire l'histoire, d'apprendre à lire des livres avant de les réécrire et avant d'en écrire eux-mêmes. Je ne vais pas vous dire exactement ce que je lis en ce moment, mais cela concerne l'histoire de différentes régions. Donc, quand j'aurai terminé ce travail, je serai très intelligente. Des processus absolument irréversibles qui se sont produits en Europe même, des doubles standards en matière de démocratie, des doubles standards en matière de mondialisation. Ce sont les systèmes politiques des États européens qui ont rendu le pouvoir accessible uniquement aux populistes. Et au final, nous voyons au pouvoir, dans la plupart des pays européens, des personnes peu instruites, irresponsables et à l'horizon de pensée limitée. Seulement pour quelques années de personnes. Ils sont incapables de répondre aux défis auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Ils ne sont même pas capables de prendre la pleine mesure de la gravité de ces défis. Les vidéos et les photos des dirigeants européens de ces dernières années ressemblent davantage à des comédies. Elles montrent des personnes, pour le dire gentiment, d'un niveau intellectuel pas très élevé, plutôt qu'une chronique officielle des dirigeants d'État autrefois respectés. Leurs femmes les frappent publiquement. Ils appellent d'autres présidents pour se plaindre que la police ne les laisse pas monter dans leur voiture. Comment ça va? Tu te rends compte? J'attends dehors parce que tout est bloqué pour ton cortège. Ils se font assommer avec des drapeaux, les coiffes militaires. Ils dansent. Ils sautent sur des trampolines. Ils boivent sans s'arrêter. Et à leur réveil, ils s'en prennent de nouveau publiquement à leurs propres collègues. Et dans le même temps, ils parviennent à donner de précieux conseils à la Russie concernant sa politique. À moins qu'ils ne changent à 360 degrés, alors non. La Russie a déjà repoussé par exemple Napoléon, n'est-ce pas? Et Hitler. Ils ne sont pas partis, mais maintenant Kaja Kallas. Et cela, bien sûr, est une réussite. La même Kaja Kallas a tenté d'interdire à ses collègues européens d'aller au défilé du 9 mai à Moscou. Elle promet sans cesse que la Russie paiera un prix élevé. Comment disait donc le maréchal Joukov? Qu'a-t-il dit? Comme l'a dit le maréchal Joukov, certains en Europe ne nous pardonneront jamais de les avoir libérés. L'histoire n'est pas une enseignante, elle n'apprend rien à personne, c'est une surveillante qui punit pour les leçons mal apprises. Savez-vous en quoi consiste le principal danger? C'est que le sentiment de danger face à des manifestations extrêmes comme l'extrémisme et ses formes s'émousse chez les gens. La forme la plus terrible du nazisme, c'est cela qui est le plus dangereux. Une scène scandaleuse au Parlement canadien. Des applaudissements pour un véritable criminel nazi. Le président du Parlement. Ensuite, il s'est justifié en disant qu'il ne savait pas certaines choses. Si le président du Parlement canadien ne sait pas que pendant la guerre, Hitler et ses sbires combattaient contre la Russie, alors c'est un idiot. Eh bien, cela veut dire qu'il n'est tout simplement pas allé à l'école. Il ne possède pas les connaissances élémentaires. Et s'il sait que cette personne a combattu du côté de Hitler et qu'il l'appelle héros de l'Ukraine et héros du Canada, alors c'est un scélérat. C'est l'un ou l'autre. C'est avec de telles personnes que nous devons traiter. Voilà qui sont nos adversaires aujourd'hui. Plus on s'éloigne de Schröder, plus on se rapproche d'Anton Roth. De la tête. À la tête du Parlement canadien qui sympathise avec les nazis. Et pour que l'on m'entende en Allemagne, je vais essayer de le dire même en allemand. Ich weite von Schröder, destiné Zontonio de. Transcription approximative, phrase difficile à comprendre, probablement une citation ou une phrase incorrecte en allemand. Oui, ce sont les nazis, en hiver après la Seconde Guerre mondiale, qui ont créé cet ordre mondial, ces règles selon lesquelles et dans le cadre desquelles nous vivons aujourd'hui. Certains ont eu l'impression qu'après la guerre froide, ils étaient devenus les vainqueurs. Ils se considèrent comme exceptionnels. Ils estiment qu'il est nécessaire de changer l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale.
Et donc, afin de créer les conditions pour ces changements, il faut un peu remanier, réécrire ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. Ceux qui aujourd'hui acceptent l'initiative de réécrire l'histoire peuvent tout à fait être qualifiés de collaborateurs de notre époque. Ce sont précisément ces personnes qui à l'époque négociaient avec Hitler. Ce sont des gens de cette trempe qui aujourd'hui déboulonnent les monuments aux soldats de l'armée rouge, libérateurs. Les pays d'Europe et les peuples européens sont tous concernés. Voilà leurs héritiers. À cet égard, malheureusement, peu de choses ont changé. Et nous devons en être conscients. Mais qui a donc pris Berlin d'assaut? Les Américains, peut-être? Les Anglais ou les Français? C'est l'armée rouge. Quoi, vous avez oublié ça ou quoi complètement? Non, non, on ne l'a pas oublié. C'est juste qu'on s'en sert pour régler des questions d'actualité, des problèmes de politique intérieure. Devons-nous vraiment prouver quelque chose à quelqu'un? Nous n'avons rien à prouver à personne, mais il y a une chose que nous devons absolument faire. Tout faire pour que cette vérité ne soit pas oubliée. Et nous devons opposer à cela une information objective dont nous disposons en quantité suffisante. Tout s'oublie, tout s'efface, mais cela, nous ne pouvons permettre à personne de l'effacer. Et nous ne le permettrons pas. Dans le monde d'aujourd'hui, de telles déclarations sont presque devenues habituelles. Le président des États-Unis organise un défilé militaire consacré pour le 80e anniversaire de la victoire américaine en 1945. Demain est un grand jour pour la Russie. Ils ont perdu des millions de gens et furent décisifs, mais personne ne le fut autant que nous. Les Russes connaissent la vérité sur la guerre, pas seulement par les livres. Leurs pères, leurs grands-pères, leurs mères et leurs grands-mères leur ont raconté la vérité. Et lorsque nous portons leurs photos, cela signifie que nous leur rendons hommage pour ce qu'ils ont fait pour le pays. Mais en même temps, nous comprenons que désormais, la responsabilité de la Russie repose sur nos épaules. Et nous devons être dignes de l'exploit de nos pères et de nos grands-pères. La résine dorée coule lentement sur les vieilles bûches sombres comme une larme de cristal. Et dans le silence de l'abri, l'accordéon mélancolique me chante une douce mélodie. Il me parle longuement à propos de ton sourire radieux et de la tendresse de tes yeux. Tes yeux et le désir des politiciens européens de détruire la vérité sur la guerre, d'effacer la mémoire historique, finit par détruire l'Europe elle-même. Eux-mêmes. Ils n'ont pas cette mémoire. Vous savez, souvenez-vous, chez Chingiz Aitmatov, il est dit que même un siècle ne dure pas longtemps. Ce sont ceux qui sont privés de mémoire. De mémoire. Des Mankurs, à mon avis. C'est une terrible malédiction. C'est ce qui leur est arrivé. L'interview avec Dmitri Peskov a été enregistrée. Et voici une petite astuce de reporter. Quand les portes du Kremlin s'ouvrent, de nombreuses personnalités de haut rang sortent. Tous les journalistes se précipitent dans la même direction. Notre programme, lui, va complètement dans l'autre sens. Tout le monde court vers Peskov, mais c'est lui qui est venu vers moi. Une question sur ce qui se passe dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Les Européens se sont complètement piégés eux-mêmes en coupant tous les contacts avec la Russie. Et maintenant, ils dépendent entièrement des États-Unis qui, en fait, font d'eux ce qu'ils veulent. Eh bien, ce n'est pas notre problème. Comme on dit, si tu y prends du plaisir, c'est ton problème. Il est difficile de nous accuser d'avoir dressé une barrière. C'est l'Europe qui a essayé et essaie encore de dresser une barrière entre la Russie et les États-Unis. En voyant dans la politique des États-Unis, du président Trump, une certaine, selon eux, inclination en faveur de la Russie au détriment des intérêts de l'Europe. Mais le mot « intérêt » est très pertinent ici, car lorsqu'un pays, comme le fait la Russie, nos amis la Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde et d'autres pays défend ses intérêts, eh bien, il est traité en conséquence. Quand comment? Dans la plupart des cas, les élites européennes ont sacrifié leurs propres intérêts au profit de ceux du régime ukrainien. Et ils utilisent ce régime de toutes les manières possibles pour faire la guerre contre la Russie, sans plus le cacher, et se préparer à une guerre impliquant directement leur propre participation. Mais sans doute, ils seront alors traités en conséquence. Je me souviens déjà avoir évoqué notre rencontre en février, en 2025, à Riyad, avec Marco Rubio. Et Marco Rubio avait alors déclaré, en présentant la position de l'administration Trump, que la priorité était de se guider par les intérêts nationaux. Et les États-Unis respecteront toujours cela. La position des autres grandes puissances qui fondent également leurs actions sur leurs intérêts nationaux.
Et il a ajouté à l'époque que, bien souvent, dans des pays aussi importants que la Russie et les États-Unis, ces intérêts nationaux ne coïncident pas toujours, mais lorsque c'est le cas, il serait tout simplement une erreur de ne pas en profiter. Cette coïncidence permet de mettre en œuvre des projets économiques, commerciaux et d'investissement mutuellement bénéfiques. Mais lorsque ces intérêts ne coïncident pas, ce ne serait plus une erreur, mais un crime de laisser ce désaccord dégénérer en confrontation et a fortiori en conflit ouvert. C'est sur ce principe que nous nous basons. Quant à la manière dont les relations s'organisent entre l'Europe et les États-Unis, nous ne nous immisçons jamais dans ces processus. Chacun est traité en fonction de la réputation qu'il s'est forgée.